Bonjour et bienvenue au Code Brunet. Mon nom est Patrice Brunet, votre animateur et avocat spécialisé en immigration et droit du sport. Ce balado vous informe sur 4 différents sujets fascinants en anglais ou en français. Le sport, l'optimisation humaine, aussi connu comme le biohacking en anglais, les affaires et l'immigration. Le Code Brunet a quelque chose à offrir à tout le monde. Nous explorons ces sujets captivants avec des experts de premier plan à travers des discussions brûlantes d'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au Code Brunet. Mon nom est Patrice Brunet et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Béliveau et Geneviève Boulanger. Geneviève est présidente de Sidley, l'une des agences créatives les plus reconnues au monde, dont le siège social est à Montréal et qui a des bureaux, évidemment, dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Geneviève a pris la présidence depuis janvier 2024 et j'ai bien hâte qu'elle nous explique son parcours. Anne Béliveau est chef de l'expérience client au Cirque du Soleil, une multinationale dont la présentation n'est plus à faire. Anne est au cirque depuis janvier aussi, et je dois souligner qu'elle est également ma femme. Pour ce qui rend cette conversation encore plus intéressante. Alors, bonjour Geneviève, bonjour Anne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très reconnaissant que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Dans un monde où la santé mentale est de plus en plus importante, j'aimerais que nous échangions sur nos philosophies d'entreprise et de gestion. Puis, en préparant cet échange, j'ai remarqué que vous aviez toutes les deux un bac en communication. T'as-tu un bac en com? Ben, oui, écoute donc. Alors, j'aimerais ça que vous vous présentiez en quelques mots. On va commencer par toi, Anne. Parle-nous rapidement de ton parcours. Et là là. Ben oui, j'ai un bac en com à l'UQAM. En fait, un bac en journalisme, pour être plus précise. Je n'ai jamais été journaliste. Et pendant mon bac, je travaillais chez Bell Canada en téléboutique. Et avec une collègue, on a parti un projet. On est allé présenter ça à l'exécutif, je me rappelle, des téléboutiques. Et ils ont tellement été impressionnés qu'ils nous ont donné un budget pour partir un journal interne. Et là, écoute, on vendait des téléphones, il faut le faire, mais de là, on s'inventait des sujets d'articles, puis j'allais interviewer tous les exécutifs de Bell, puis by the way, je droppais mes CV sur leur bureau. Avec quel âge? C'était pendant mon université. Donc, quand j'ai terminé mon bac, j'ai une vingtaine. Quand j'ai terminé mon bac, écoute, j'ai étudié avec Brian Miles. Toutes mes collègues sont toutes devenues des journalistes très connus aujourd'hui. Isabelle Maréchal, ça faisait toute partie de Stéphanie Gramont, ça faisait toute partie de ma cohorte. Mais moi, non, finalement, ce qui est arrivé, c'est que Bell, dès que j'ai gradué, ils m'ont offert tout de suite parce qu'ils me reconnaissaient, ils m'avaient connu avec toutes ces histoires de journal interne, ils m'ont offert une job dans le département de communication. C'était les grandes années Bell Canada avec Monsieur Bell. Je pense qu'on était 200 au département de communication. L'agence, c'était Cossette. C'était incroyable. C'était une école vraiment extraordinaire. Je suis restée 10 ans dans la famille Bell BCE. J'ai monté les échelons. J'ai fini directrice générale chez BCE Emergis, qui était le bras e-commerce de Bell. On a fait, en bon français, là, un spin-off. On est sorti de Bell. On a fait une acquisition. On a fait un merger avec une entreprise déjà publique. Donc, je me suis ramassée dans tout ça. J'étais tout le temps à la bonne place au bon moment. Et ça a été le début de ma longue carrière en business, finalement, alors que j'ai étudié en journalisme. Mais ce que ça m'a donné, ce bac-là, c'est vraiment l'amour et la force de savoir raconter des histoires. Et ça me sert tous les jours dans mon travail. C'est super intéressant parce que c'était pas, est-ce que je peux présumer que c'était pas dans ta description de tâche de partir justement ce journal-là? Pas du tout. Une initiative interne. Complètement. C'est une entrepreneur que tu étais dans ta jeune vingtaine. Tu n'étais pas dans ta zone de confort, mais pourtant, c'est ça qui t'a propulsé. Ouais. Il y a combien de jeunes qui n'osent pas faire quelque chose, prendre l'initiative dans une entreprise? C'était des heures de travail de plus. Hein, parce que là, j'étudiais, j'avais mes 5 cours, je travaillais entre 20 et 30 heures par semaine en plus en téléboutique. Puis là, on s'est rajouté ça comme travail, mais on était une gang de jeunes. On avait tellement d'ambition, on se voyait tous CEO de Bell Canada. C'était OK, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Comment est-ce qu'on sort de ça? On va pas vendre des téléphones toute notre vie. C'est l'idée qu'on a trouvée. Ça a marché. Ça nous a tout propulsé. Tu es dans la petite équipe de direction du Soleil, là, dans le cercle très, très rapproché.
Ça a été quoi le cheminement entre ça puis Ben là, avez-vous 2 heures? Parce que ça, c'est 30 ans. Mais c'est un enchevêtrement de portes qui s'ouvrent et de courage à chaque fois. Tu sais, puis je suis obsédée. Ça, c'est vraiment un trait que j'ai. C'est intrinsèque. Là, je suis née avec ça. Je suis obsédée par l'évolution de moi-même. Fait que je peux pas rester en place longtemps. Donc, tu sais, dès que j'atteins un niveau, on va dire ça comme ça, c'est quasiment comme un jeu vidéo, là. Dès que j'atteins un niveau, je me dis, OK, comment j'atteins la prochaine étape? Et fait que, puis je suis chanceuse, il y a plein de portes qui s'ouvrent tout le temps et même si je suis morte de peur le 3 quarts du temps, je fonce. Puis ça a été un enchevêtrement de ça jusqu'à monter. J'ai pris des drops aussi, là. C'est comme un jeu d'échelle, hein. J'ai été vice-présidente exécutive à la Chambre de commerce. J'ai dû quitter mon emploi pour aller m'occuper de mon enfant. Après ça, j'ai recommencé comme consultante. Et puis là, j'ai remonté tranquillement pour redevenir VP à TELUS. C'est pas une carrière toujours croissante. Et là, je parle avec mes mains. Mais oui, un enchevêtrement de portes qui s'ouvrent, de courage. Tu sais c'est quoi, hein? C'est ça. Ouais. Geneviève, toi, après être sortie de l'université, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je regarde en arrière, c'était pas un long fleuve tranquille non plus. Ouais. Puis j'aurais jamais pu présumer en finissant l'université que ça allait être ça mon parcours. Moi, je pense que j'ai fait Exact. il y a des moments où j'ai l'impression que c'était des détours, alors que maintenant je réalise que c'était pas vain tout ça. Moi, j'ai gradué en communication, moi aussi, mais de l'Université Laval. J'avais des grandes aspirations de devenir journaliste à l'âge de 15 ans, donc je n'y suis pas encore, mais la notion... Hey, on se part un journal, let's go. Ça. On je pense que je viens de trouver mon allié avec qui partir ça. J'avais ces aspirations-là, mais c'est la notion d'histoire à laquelle tu faisais référence, Anne, de raconter des histoires. Je pense que c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Puis c'était l'humain. J'avais beaucoup de curiosité pour comprendre l'autre, la psychologie, les choix dans les comportements des gens, puis éventuellement, j'ai compris que ça s'appelait le comportement des consommateurs en bon langage marketing. Mais même si j'avais cet intérêt-là, j'ai commencé l'université, il y a peu de gens qui savent ça, mais en orthophonie et audiologie à l'Université de Montréal. Fait que j'étais dans la communication, mais de l'autre bord de l'équation. Puis j'ai réalisé que il y avait quelque chose là qui fitait moins. J'avais besoin d'envergure, j'avais envie de faire ma valise puis de faire le tour du monde à cette époque-là. Donc, j'ai pris un autre chemin. Puis je suis allée en communication à Québec. Puis après, tout de suite après la communication, j'ai fait 1 an au MBA. Avant de déménager ma maison ou ma vie à Toronto pour 6 ans. Je suis partie d'abord pour un programme, je travaillais pour une organisation internationale qui développe le leadership chez les jeunes. Donc, j'ai travaillé avec des gens de partout dans le monde à cette époque-là. Mon réseau professionnel, mais mon réseau d'amis était celui-là. Ça l'est encore aujourd'hui, plus que 20 ans plus tard. J'ai encore des très bons amis qui datent de cette époque-là, éparpillés à travers le monde. Donc, je suis obligée de voyager un peu pour aller les voir. C'est pas trop difficile. J'ai commencé ma carrière en publicité chez Cossette. J'avais étudié à Québec, j'avais eu Claude Cossette comme professeur à cette époque-là. Wow. Donc, l'idée, c'était de dire, moi aussi, je veux faire ça. On parlait souvent de McDo, de McDonald's. J'ai commencé sur le compte de McDonald's chez Cossette à Toronto. J'avais été caissière, j'avais appris l'anglais à travers McDo dans l'Ouest canadien. J'avais été relationniste. Donc, tout... je maîtrisais pas du tout le domaine de la publicité, mais je connaissais McDo Inside Out, puis ils ont décidé de me faire confiance à ce moment-là. Le monde d'agence, c'est un monde qui est stimulant, c'est un monde de créativité. On peut défoncer des portes. Tu parlais tout à l'heure de courage, puis de prise de risque, puis d'aller à l'extérieur des sentiers battus. Je pense que j'étais là, que j'étais bien. J'avais besoin de le vivre aussi dans le quotidien pour moi trouver mon courage puis ma force là-dedans, parce que même si j'avais de l'intérêt, j'avais beaucoup de doutes à ce moment-là, puis j'avais besoin de bâtir un petit peu ma confiance. J'avais un attrait particulier pour l'expérientiel aussi, donc je suis allée faire un tour chez Kraft après mon passage chez Cossette. Je me suis occupée d'un programme qui s'appelle Kraft Hockeyville, des commandites du Carnaval de Québec, de toutes sortes de programmes à travers le Canada. Fait que cette époque-là m'a formé énormément puis m'a donné en fait les balises pour continuer de développer mon leadership. J'ai eu le mal du pays. J'ai fini par revenir chez nous après 6 ans à Toronto. J'étais à mon compte aussi pendant 5 ans. Tu parlais d'être consultante tout à l'heure. Fait que moi aussi, cette période-là qui peut être très généreuse d'apprentissage, mais aussi très insécure par moments de dire je suis tout seul dans mon sous-sol. Très solitaire. Très solitaire. Et puis, à l'époque de Kraft, j'avais été cliente chez Sidley. Je m'occupais d'un programme de contenu à l'échelle nationale qui s'appelait Qu'est-ce qui mijote?
Et puis c'est comme ça que j'ai recroisé le chemin de Sidley des années plus tard, quand j'étais à mon compte. Puis j'ai dit, ça me tente de revenir au sein d'une équipe qui voit plus grand que grand, qui est prête à repousser les limites. Et puis j'avais envie de cette notion-là d'accomplir avec une équipe autour de moi, puis de retrouver un certain niveau de complexité, en fait. Puis des fois, je me dis, ça me serait moins compliqué si j'avais pas ce désir-là ou ce besoin-là. Tu faisais référence à la notion de dépassement. Ouais. Moi aussi, ça me définit. Donc, j'ai replongé. Ça fait 6 ans et demi que je suis chez Sidley. Et puis, à la présidence, comme tu disais, Patrice, depuis 6 mois. Puis c'est un cadeau, parce que c'est un environnement profondément entrepreneurial où on a la capacité de créer. Il y a des journées plus difficiles que d'autres, mais... Pas juste un cadeau. Mm. Tu le mérites, là. Tu as travaillé fort. Oui, mais c'est quand même un privilège. Oui, un privilège. Oui, absolument. Que l'on fait attention. Vous êtes, puis je me permets de le dire, je sais que vous allez peut-être avoir des doutes, mais moi je vous l'affirme, vous êtes parmi les 2 femmes leaders d'affaires au Québec les plus importantes. Cirque du Soleil, Sidley, ce sont de grandes entreprises. Vous n'avez pas un parcours linéaire en gestion. Oui, vraiment Puis pas. est-ce que vous pensez que c'est... Puis en même temps, je vous entends toutes les deux dire que à plusieurs reprises dans votre carrière, dans l'évolution de votre carrière, vous avez été en dehors de votre zone de confort. Est-ce que vous pensez que de ne pas avoir ce background-là en gestion, mais de l'avoir acquis sur le terrain, est-ce que ça a été une force ou une faiblesse pour vous? C'est une bonne question. C'est un développement tellement organique, en tout cas dans mon cas. C'est drôle parce qu'en plus, quand j'étais au secondaire, j'étais pas très bonne en mathématiques et rapidement, j'ai été identifiée comme la fille, OK, toi, t'es artistique. Et parce que tu as étudié en la majorité, piano. En plus, la majorité de mes études sont en piano. Donc, mon secondaire, j'ai un DEC en piano, puis j'ai une partie de mon bac en musicologie avant de quitter ça puis d'aller faire un bac en communication. Mais bref, j'étais comme étiquetée, l'enfant très créative, elle, les mathématiques, pauvre elle comprend rien. Elle est nulle part dans la vie. Donc, même moi, l'idée de partir étudier en management ou faire un MBA, je suis comme, non, je suis pas capable, t'sais. Et alors que la finance a toujours été une discipline extrêmement facile pour moi, et je me suis beaucoup intéressée à la portion financière à chaque emploi que j'ai eu. Et si j'avais, moi, un conseil à donner à la jeune Anne ou à n'importe qui commence sa carrière, c'est, je vais dire en anglais, understand the business you're in. C'est la meilleure façon de comprendre dans quel contexte tu évolues, d'avoir un réel impact, de mesurer ton impact, de le démontrer, puis après ça, de passer justement au prochain niveau. Donc, l'apprentissage de la gestion, oui, c'est sûr que d'aller l'étudier, ça doit amener une plus-value extraordinaire. De comprendre le contexte financier et d'affaires dans lequel tu évolues, dans n'importe quelle position dans laquelle tu te trouves, même si tu es réceptionniste, en charge du studio graphique ou justement en charge des finances, le contexte est le même. Il faut que tu comprennes dans quel contexte tu évolues. Donc pour moi, si c'était à refaire, en fait, je pense que je ferais le même chemin. C'est un chemin tellement intéressant que j'ai pris. Puis raconter des histoires, c'est ma force. Et c'est qui est soutenu par une compréhension des enjeux financiers et d'affaires qui m'entourent. Oui, c'est ça, je l'entends. C'est pas simplement de raconter des histoires, mais d'avoir une trame factuelle Exactement. aussi, qui est objective avec des data. Puis après ça, tu racontes une histoire. Exact. Puis de raconter une histoire, ça te permet d'avoir une vision. Donc, la minute que tu as une vision qui s'emboute, qui s'aligne, qui s'imbrique, qui s'aligne avec les enjeux financiers, les objectifs financiers, il n'y a pas un conseil d'administration qui ne va pas t'écouter. Il n'y a pas une équipe exécutive qui ne va pas t'écouter avec ta vision, puisqu'elle va amener une plus-value, elle va amener un retour sur investissement, elle va amener une croissance d'affaires. Je pense que c'est là que ça se joue. Puis, je rajouterais aussi, ça part de la curiosité, en fait, d'être capable d'avoir cette compréhension-là. Ça part de la notion de toujours avoir des questions, de vouloir comprendre. Il y a une quête infinie, dans le fond, pour moi, qui est des rouages. Puis quand tu penses que tu l'as compris, tu dis, oups, il y a un autre petit morceau ici que j'avais pas vu, où cette porte mène à telle autre porte. Donc, pour moi, ça a été, tu sais, à ta question, Patrice, est-ce que c'est une force ou une faiblesse?
Je pense que dans certains cas, ça a probablement été une grande force, puis dans d'autres cas, ça a peut-être été une faiblesse parce qu'on apprenait sur le tas, puis on apprend à partir d'erreurs. Il y a personne qui a fait un parcours de leadership sans faire d'erreurs. Ça fait partie des apprentissages qu'on doit faire, je pense, pour être meilleur. Et que ça a été, pour moi, les moments où j'étais capable d'avoir l'humilité puis l'introspection de dire je le sais pas, mais ça me plaçait en posture d'écoute puis en posture de curiosité. Puis après ça, j'allais à la recherche de ces réponses-là. Si c'était parfait, pas du tout. Mais moi aussi, je pense que je referais le même chemin. J'aurais juste aimé ça savoir plus tôt que ça allait finir par faire tout du sens, cette histoire-là. C'est exactement ça. Ouais. Je m'en allais dire quelque chose parce que est-ce que toi, en fait, moi, c'est venu d'une volonté aussi parce que très tôt dans ma carrière en communication, chez Bell Canada, chez Bell Emergis, BCE Emergis, même quand je suis déménagée en Californie en technologie, tu sais, la communication marketing, tu es la dernière personne à parler autour de la table parce que tu n'es pas attaché avec un revenu. Surtout au début. Hein, on était un centre de dépenses, on était vu comme un centre de dépenses, on était les premiers à être coupés. Puis c'était une époque, évidemment, que la jeunesse d'aujourd'hui ne comprendra pas, mais moi, combien de fois je me suis fait dire « Ah, vous, les petites filles aux communications! » Je n'ai folle. Et c'est vraiment pour adresser ça, c'est pour contrer ça que j'ai voulu. Moi, cette curiosité-là, elle m'est venue en disant, OK, no way que je me fais traiter comme ça à la table. Moi, je veux avoir une voix à la table et je veux contribuer à la croissance. Je veux pas être un centre de dépenses. Fait que très vite dans ma carrière, moi, j'ai attaché ça. J'ai voulu, en tout cas, attacher ça à du revenu, à du retour sur investissement. Puis aujourd'hui, oui, j'ai un rôle de CMO, mais qui est très attaché à un rôle de Chief Revenue Officer. Parce que, justement, pour moi, les deux vont ensemble. Et ça se fait quand tu comprends ta business. C'est là que tu es capable de l'attacher avec du revenu. Donc, tout part de celui qui a dit « Vous, les petites filles au marketing ». Alors, je lui dis merci aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des moments aussi, moi, je regarde même dans les années récentes, là, je recule de 5, 6, 7 ans, où il y a eu des situations où, très, très frontalement, je me faisais dire « Tu réussiras pas ». Ah oui. Puis je suis bien faite ou mal faite pour ça, mais dans ma tête, ça fait « Ah ouais? Check-moi baler. » C'est ça. Regarde, là, des fois, j'en perds un peu de sommeil puis d'espérance de vie, mais essentiellement, au fond, cette défiance-là m'a servi. Mais je me demande, je sais pas si tu te poses la même question, je me dis d'où ça vient, cette réaction-là de réponse? Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent s'écraser. Oui, moi, ça m'a... En congé de maladie, quand ils se font dire ça, il suffit d'une phrase. Pour vous, on dirait que ça a eu l'effet inverse. Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est votre formation? Est-ce que c'est simplement inné? Je ne crois pas au inné. Mais je sais pas. Moi, je crois qu'il y a une partie d'inné, en tout cas dans mon cas. Mais comme le dit si bien Geneviève tantôt, c'était pas linéaire par en haut, tout va bien tout le temps. J'en ai claqué des portes, je suis partie à brailler dans mon bureau, j'ai piqué dans les murs, tout le kit, là. Puis là, mais il n'y a pas une fois où je me suis pas justement relevée parce que l'inaction et le statu quo est absolument même impensable dans mon esprit à moi. Ne pas être en constante croissance pour moi, là, toujours à la recherche de la meilleure version de moi-même, c'est pas possible. Ça se peut pas. Alors, ça, je pense que c'est, justement, ça doit être inné. Je peux pas croire que je l'ai développé, hein, il me semble. Je sais pas. C'est très, très difficile à dire. Moi, j'ai une énergie, je sais pas d'où ça sort. Non, mais je pense que moi aussi, je recule, puis ça remonte à loin. Tu sais, je disais tout à l'heure, j'ai commencé mon parcours au cégep, j'étais en sciences. Je suis allée à l'université dans une discipline scientifique. Puis je me rappelle vivement d'avoir dit au cégep, moi, je m'en irai jamais en affaires, je serais tellement pas bonne. Alors que j'avais déjà plein de comportements de gestion, de rallier des équipes, de mobiliser. Je faisais partie de certains groupes au secondaire, au cégep, puis à l'université, de groupes parascolaires. Donc, j'avais ces aptitudes-là. Moi aussi, l'aspect finance m'a intéressée. Mon père m'a montré à tenir un ledger. J'avais 15 ans, fait que j'ai dit, au moins, j'ai ça dans la vie. On le fait plus sur papier, mais quand même. Fait que j'avais ces comportements-là, mais je ne voyais pas ça de moi, puis j'avais pas de repères non plus dans mon environnement. J'avais pas tant de repères dans mon environnement familial. J'avais une famille de col blanc, col bleu, beaucoup dans le domaine de la santé, mais j'avais 2 oncles qui étaient entrepreneurs dans le domaine de la santé, puis il y a eu beaucoup de leur influence aussi dans m'ouvrir, puis quand j'évoquais des choses comme ça, de dire « j'irai pas en affaires », ils me disaient « T'es sûr? » Puis là, ça semait un petit doute, puis là, je partais là-dessus, puis je réfléchissais un peu plus, mais je pense que c'était là en moi.
C'est ça. C'est ça. Fallait que ça émerge à un moment donné. Il y a quelques personnes qui ont arrosé la plante, puis la plante a fini par pousser. Puis c'est pour ça que je dis que c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'était très inattendu, je pense. Puis il y a des gens dans mon parcours à l'université qui ont été je me rappelle d'un collègue, dans mes années de la ESSEC, d'un collègue de l'Inde qui m'avait dit, Geneviève, toi, t'es une battante. Puis j'avais répondu, tu penses? Avec le recul, j'étais non bien naïve de pas me donner ce crédit-là, je pense. Fait que c'était tous mes doutes qui prenaient de la place, mais écoute, puis plus on le nourrit, plus on l'arrose, ce petit arbre-là, plus il pousse. Qu'à un moment donné, on voit qu'il faut accepter ou faut célébrer plutôt cette capacité-là d'être cette battante-là, puis je sais pas, la quarantaine, ça rend sereine, hein? Mais parlons, parce que le mot-clé de ce que tu viens de dire, c'est les doutes. Puis les doutes sont toujours présents. Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai douté de moi toute ma vie. Mais l'approche à ces doutes-là, elle évolue énormément, particulièrement depuis, je dirais, les 5-10 dernières années. Là, il y a comme eu un déclic pour moi qui s'est fait, où je suis encore pleine de doutes, mais en même temps beaucoup plus confiante en mes capacités, beaucoup moins de complexe d'imposteur, exactement. C'est ce qui rend le travail beaucoup plus agréable, beaucoup moins, on est toujours dans le stress, toujours faut livrer, etc. Il y a tout le temps une pression énorme, mais mon Dieu, que l'approche à tout ça est pas mal plus calme qu'avant. Oui, puis je pense qu'on les voit, les doutes, puis on est capable de les adresser plus facilement. C'est ça. De dire, OK, ça, c'est une peur. Bon, ben je vais aller creuser dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a, puis ça, c'est la peur, souvent, elle n'existe pas. La peur, elle n'existe pas, ou elle est moins grande que prévu. Puis même si elle est un petit peu là, comment tu passes à travers aussi. Fait que, tu sais, c'est la sagesse des années. Je pense que c'est le métier. Puis ça a été beaucoup pour moi l'échange avec d'autres aussi qui vivent des situations similaires, qui partagent un parcours, des fois similaire, des fois pas du tout, puis qui viennent me donner d'autres pierres pour mon... Comme Geneviève avec moi. Sérieux, on s'est rencontrés, ça fait quoi, 2 ans? À peu près? Ça fait pas longtemps. Tant que ça, 2-3 ans. J'étais une cliente de Sidley, on s'est rencontrés comme ça. Tu sais, on a eu un coup de foudre professionnel parce qu'on est justement 2 femmes à peu près du même âge, des enfants, des familles, et tout ce que ça veut dire, des carrières. Ça fait que là, tout à coup, nos lunchs d'affaires, on parlait de 3 secondes du compte, puis tout le reste, c'était sur des échanges justement riches, comme on a là, sur comment tu vis telle affaire, c'est quoi le croisement entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Bref, on est allé vite dans ces sujets-là hyper passionnants, hyper nourrissants. Fait que de s'entourer de femmes comme ça, tu disais qu'on était 2 femmes importantes dans le paysage d'affaires québécois. Écoute, il y en a plein d'autres, là. Des femmes extraordinaires qui font partie de mon entourage, qui sont, tu sais, puis on se connaît tous, on s'entraide toute la gang, on est tout à peu près du même âge, c'est vraiment le fun de... Est-ce que cette connexion-là entre vous deux aurait pu se produire si vous aviez été purement transactionnel dans votre relation d'affaires? Parce que là, ce que j'entends, c'est que tout de suite, vous êtes rentré dans la sphère personnelle, même si c'est dans un... Mais ça, c'est la joie d'être une fille. Ouais. Parce que les filles, je pense que je sais pas, il me semble que vous êtes moins prompt à ça. Oui, sûrement, mais je catégorise, là, mais il me semble, hein, c'est venu tellement facile, toi puis moi. On a des personnalités aussi. Alors, il ne faut pas hésiter. Non, parce qu'il y a peut-être des femmes dans la vingtaine, dans la trentaine, peu importe leur horizon, ça peut être des avocats, ça peut être des ingénieurs, mais qui vont peut-être se retenir, ils vont voir une connexion peut-être avec une autre femme, mais ils vont se retenir parce qu'ils vont dire non, je peux pas aller là parce que... Ça dépend avec qui tu interagis. C'est sûr que c'est pas tout le monde, là, mais il faut oser. Vous avez osé. Moi, j'ose, puis ça se transmet même dans mon style de gestion. Moi, je suis une leader de grande équipe qui va parler comme ça à mes employés et je ne suis aucunement gênée d'être dans la vulnérabilité, de leur dire que j'ai de la peine, que j'ai braillé, que ça me fait peur, que ça m'excite, etc. Et c'est dans cette ouverture-là et cette vulnérabilité-là qui me le redonne au centuple. Alors, ils viennent vers moi dans cette même ouverture-là, puis ça, c'est moi qui le crée, tu sais, mais moi, c'est comme ça que je veux vivre, c'est comme ça que ça me nourrit. Sinon, je ne pas ça. Là. Je pense que je peux pas mieux l'exprimer. On aurait pu l'écrire. Ouais. Mais fait que cette authenticité-là, pour moi, elle fait partie de moi. Puis ce que je dis souvent, c'est que
la personne que les gens côtoient au travail, puis la personne dans mon cercle social ou à la maison, c'est la même Geneviève. T'as pas l'impression que je suis une autre personne dans un environnement ou dans l'autre. C'est exactement puis ça. oui, c'est vulnérable au début, mais c'est tellement moins compliqué. C'est moins compliqué, c'est plus le fun, Ouais. c'est plus... Vous enlevez des masques. On enlève des masques, mais puis c'est jamais... Il y a probablement... Tu sais, si on grattait, il y a probablement des moments où ça nous a mal servi, mais en général, moi, je pense que ça m'a mieux servi que moins. Puis ça vaut... Les moments où ça m'a moins bien servi, ça me fera pas arrêter d'être comme ça non plus. Tu sais, c'est plus facile d'avoir cette vulnérabilité, l'authenticité, puis ça crée de l'empathie aussi. Puis comme tu disais, Anne, il y a de la réciprocité qui revient. Puis moi, c'est l'environnement dans lequel je suis bien au travail, en fait. Puis j'ai échangé avec des amis dernièrement, puis il y en a un qui disait « Le jour où j'ai décidé d'être moi-même, c'est à partir de ce moment-là, tout a été plus facile. » Mais je pense qu'on a besoin de le pratiquer, puis j'espère juste que ceux qui nous suivent vont arriver à ce point-là plus vite que nous. Je pense que la clé, je vous entends, la clé, c'est vraiment de s'ouvrir pour que les autres s'ouvrent à nous, parce qu'il y a des dirigeants qui vont avoir le réflexe contraire, puis c'est là où ça peut être dangereux, et même des infractions à la loi, des relations de travail, où ils vont poser des questions personnelles, alors que vous, votre approche, c'est plutôt voici qui je suis, puis si ça tente de me parler de ton personnel, tu peux en parler, mais si tu veux pas en parler, ça t'appartient. Est-ce que je saisis bien? Je pense que oui, moi je pense que oui. Mais c'est pas le but que l'on parle non plus. J'ai pas besoin de tout dévoiler, mes plus profonds secrets non plus. Là, c'est pas un exercice de thérapie au quotidien. Puis je suis pas sûre que nos lunchs, c'est pas ça, par exemple. Non. Ça vient d'une bonne place. Ça vient d'une bonne place. Puis je pense que c'est ce que moi personnellement je trouve parfois difficile, c'est que c'est un équilibre à tenir, c'est que ce besoin-là ou ce souhait-là d'authenticité puis de transparence aussi, ça vient avec un risque. Tu sais, si je suis transparente par rapport aux défis qu'on vit comme organisation, il y a des choses que même si je veux être transparente, je peux pas dévoiler à certains moments de par mon rôle, de par ma responsabilité. Donc, comment je peux être honnête dans ces moments-là, c'est ça, en respectant l'aspect de confidentialité de mon travail. Fait que c'est un équilibre, des zones de gris, là. Il n'y a pas de noir ou blanc, mais bien là-dedans. C'est ça. C'est en se pratiquant que vous arrivez là aussi, parce que ça a été un cheminement, ça a été un parcours, comme vous avez dit. Des fois, vous êtes peut-être brûlé un peu plus avant, dans votre vingtaine, peut-être trentaine. Maintenant, ça arrive moins parce que vous êtes capable déjà d'anticiper. En fait, je pense que la vingtaine, la trentaine, j'essayais trop d'être parfaite puis de plaire, tu sais. Puis, alors que là, c'est sûr que je veux mon étoile sur mon devoir, là, comme tout le monde, mais pas à n'importe quel prix. Fait que I'm showing, tu sais, j'arrive à la table dans ce que je suis, voilà, tu sais. Puis, tu sais, c'est drôle, dans le processus à travers lequel j'ai passé pour obtenir le poste au cirque, tu sais, j'ai passé vraiment beaucoup d'entrevues, là, mais j'étais dans j'allais dire un détachement, mais c'est pas que la résultante ne m'importait pas, au contraire, mais j'étais tellement sûre de moi, et si jamais ça fonctionnait pas, ben tant pis, c'est parce qu'il y avait d'autres choses, que finalement, tu sais, ça m'a permis d'être hyper authentique dans tout ce processus-là. Donc, il y a personne qui est surpris de voir la Anne d'aujourd'hui depuis 7 mois, là, tu sais, c'est ce qu'ils ont vu. Bref, la confiance en soi permet aussi d'arriver à ce niveau d'authenticité. Parce que je connais bien aussi l'équipe exécutive du CIC, si je peux me permettre, c'est que tu as été bien matché, parce que c'est aussi les membres d'équipe qui sont très authentiques. Tellement. Honnêtement, vraiment. D'autres équipes qui sont moins authentiques où tu n'aurais pas fini. Non, c'est ça, il y a un très, très bon fit culturel, effectivement. Ben, même chose, puis je pense que Anne, toi, tu as intégré une équipe dans laquelle tu fitais. Moi, j'étais dans une organisation qui me rejoint encore dans mes valeurs aussi, le côté entrepreneurial, la notion de dépassement. J'arrive avec un besoin d'intégrité aussi dans le travail qu'on fait, puis d'excellence. Dans les derniers mois, une de mes missions, c'était de rassembler autour de moi les gens qui me ressemblaient d'un point de vue valeur, mais qui me ressemblaient pas en même temps d'un point de vue compétence, habileté, force. Parce que cette diversité-là, moi, ça m'importait. 2, ça fait partie d'une bonne équipe de pas tous être sur le même moule, parce que sinon, il y aurait des choses qui marcheraient un peu plus carrées. Donc, de m'entourer de gens qui avaient
cette proximité-là par rapport à moi, puis qu'on pouvait construire ce fit-là ensemble. Donc, j'ai mis beaucoup d'efforts là, dans les 6 derniers mois. Ouais. On va changer un petit peu de registre. Je vous ai envoyé quelques-uns des points que je voulais aborder. Puis un de ces points-là, c'est j'aimerais ça que vous racontiez un gros défi professionnel que vous avez vécu. Puis comment vous l'avez surmonté? Si vous l'avez surmonté, peut-être ça a été un échec qui vous a amené ailleurs. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mon Dieu. Il fallait vraiment qu'on soit courageuse, hein, parce que écoute, il y a plusieurs choses. Il y a des projets d'affaires, carrément, qui ont été difficiles à accomplir, mais qui finalement ont été des succès. Il y a des projets qui n'ont pas fonctionné. Chaque élévation de niveau a été un projet en soi. Le plus dur, c'est de passer de directeur principal à VP. Là, ce saut-là vers le titre de VP est extrêmement difficile et frustrant. Donc, je pourrais élaborer sur plusieurs choses. Je te dirais que, puis je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Ce qui a été l'accomplissement le plus grand de toute ma carrière, c'est pas dans les projets, c'est à l'intérieur de moi. C'est à quel point tu finis par réaliser tes compétences, ton intelligence, ce que tu as apporté à la table, sans prétention. Puis là, tu viens juste comme tout attacher ça. Et là, ça n'arrive pas à 30 ans, là, by the way. Mais je dirais que c'est ça. Depuis 5-10 ans, là, j'arrive pas à mettre le doigt sur quand est-ce que ça s'est passé. Mais donc, si c'est un projet de vie, là, si j'ai à identifier quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ces 30 années-là de carrière, 30 années plus, là, c'est ça. C'est ce travail-là sur soi-même, puis qui te permet après ça d'arriver avec des visions, de contribuer, voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais c'est l'ingrédient pour moi le plus important. Pas une mauvaise ou une bonne réponse, mais c'est une bonne approche, en fait, pour les multiples défis. Toi, je me reconnais encore une fois dans les mots d'Anne. Moi, dans ce chemin-là, ça a été de trouver, de bien identifier où était ma limite. Puis quand j'acceptais de traverser ma limite ou pas, soit dans les moments où j'ai choisi de me dépasser, j'ai 3 jeunes enfants, donc il y a des moments où c'était plus adéquat que d'autres dans mon parcours de mère aussi de faire une poussée professionnelle, puis il y a d'autres moments où j'avais besoin de nourrir ma cellule familiale un petit peu plus. Donc, j'ai eu à gérer ma vitesse là-dedans, parce qu'il y a des moments où j'avais envie d'aller vite, puis le contexte d'avoir 3 enfants en bas de 5 ans m'aidait pas à aller vite. Eux, ils vont vite. Ouais, eux, ils vont vite, ouais. Le sommeil, les nuits passent vite aussi. Des fois, c'est très long. Fait que ce que je me rappelle à cette époque-là, j'avais 35 ans, puis je me disais, j'avais cette envie-là en moi de pousser puis de me dépasser professionnellement, puis d'être nourrie. Puis je me suis dit, là, Geneviève, t'as 35 ans. Admettons que tu calmes ton cheval là, pour 3-4 ans encore, 5 ans peut-être. Rendu à 40, il va bien te rester 25 ans pour faire une différence. T'en as même pas 15 de passé. Donc, relativise un petit peu les choses. Puis je me rappelle que ce moment-là, dans ma tête, les morceaux se sont alignés. Puis j'ai pratiqué la patience. Mais si c'est réglé, non. Mais si ça a été mieux après ça, oui. C'est un projet de vie. Oui, c'est un projet de vie. Moi, j'ai envie de, tu sais, dans cet esprit-là, d'apprendre à se connaître aussi, puis à atterrir j'ai eu quelques défis, moi aussi, des choses très, très pratico-pratiques. Mais j'ai eu une grande, grande leçon d'humilité à 25 ans. J'étais partie à Toronto, j'étais vice-présidente dans la ESSEC pour le Canada, donc on était 6 personnes à cette époque-là à gérer l'organisation à l'échelle nationale. Et j'avais été retenue par celui qui me décrivait comme une battante pour devenir VP des communications à l'échelle internationale pour l'organisation. Et j'étais à Toronto pour 13 mois et je devais déménager à Rotterdam aux Pays-Bas pour un mandat de 14 mois qui m'aurait fait faire le tour du monde. J'avais dans le corps une année à Toronto où je devais avoir travaillé 70 heures par semaine. J'étais profondément animée par ce que j'essayais d'accomplir à ce moment-là. J'étais stimulée, j'étais vraiment nourrie, mais j'étais au bout du rouleau. Puis j'ai fait mes boîtes, je suis partie avec mes 2 valises, j'ai posté des boîtes à Rotterdam et j'ai quitté Rotterdam avant que mes boîtes arrivent. Oh. Donc, je me suis installée là-bas, puis j'ai cassé.
Je suis arrivée là-bas complètement épuisée. C'était un projet de vie, c'était un rêve de pouvoir faire ça. J'allais être accompagnée aussi par des grands de la com dans des grandes organisations. Puis j'avais plus d'énergie. Donc, j'ai compris ma limite à ce moment-là. T'es allée trop vite. J'étais allée trop vite. J'ai pas écouté, en fait, les signaux à ce moment-là d'épuisement physique. C'était très physique dans mon cas. Et puis... C'était à une époque aussi où, sans trahir ton âge, où les questions de santé mentale, c'était pas à la mode comme ça l'est aujourd'hui. Là, c'était pas quelque chose qu'on pouvait nommer. Non, ça l'était pas. Puis je me rappelle d'avoir appelé mon père puis de dire, papa, je reprends l'avion demain, je vais me mettre en stand-by, je reviens vivre dans le sous-sol parce que j'avais plus de maison, j'avais plus d'appartement, j'avais plus d'adresse. Fait qu'il m'a gracieusement accueilli, puis comme tu disais, c'était pas un vocabulaire qu'on utilisait, puis ça avait été identifié comme fatigué. T'es au bout du rouleau, j'ai dormi 16 heures par jour pendant 1 mois et demi, puis j'ai pris 3 mois de pause, mais ça a été une grande leçon parce que j'ai tellement eu de peine. Je pense que ça m'a pris 10 ans avant d'en parler sans pleurer, parce que c'est ça. Je comprends. D'accepter que j'étais passée à côté de quelque chose, mais que je pouvais avoir le contrôle jusqu'à un certain point de cette énergie-là. Mais je pense que si je l'avais pas vécu à 24-25 ans, je l'aurais vécu plus tard dans mon parcours, mais ça m'a permis de me gérer dans les années qui ont suivi, puis on parlait de se connaître, mais de m'assurer de toujours avoir du temps pour prendre soin de moi, de nourrir mon intérêt pour l'activité physique, de m'assurer d'avoir pas la lecture, la méditation, peu importe c'était quoi mon coffre à outils, mais c'était un défi qui est arrivé très, très tôt dans mon parcours professionnel puis qui me sert encore aujourd'hui. Puis je pense que j'ai réussi à traverser la pandémie parce que j'avais cette leçon-là dans le corps. Très fort, je n'aime pas ça. Ça me fait penser, je peux-tu rajouter quelque chose? Parce que ton expérience à Rotterdam me fait penser à quand j'ai été recrutée par une entreprise à Silicon Valley. Alors moi aussi, j'ai fait mes boîtes, je suis partie comme une fusée, habiter à San Francisco. J'ai habité là 5 ans. Mais la première année a été, là, écoute, j'ai appelé ma mère en braillant ma vie, là, en la suppliant à genoux de venir me retrouver puis me prendre dans ses bras parce que j'ai pris la débarque de ma vie. Pas tant d'épuisement, moi, mais c'était la débarque de, tu sais, t'es à Montréal, tu sais, dans ce temps-là, il me semble, j'ai monté les échelons à Montréal facilement. Le train de vie était assez facile à Montréal. Montréal, t'as un bac, t'es on top of the world, là. Arrive à San Francisco, là, take a number, puis va-t'en en arrière de la file avec ton petit numéro, là, parce qu'il y a 100 000 personnes qui arrivent de Harvard, de Stanford, de Princeton. Ils ont des bagages hallucinants. En plus, t'es une immigrante. Moi, je suis une immigrante. T'es allée à quelle université? De UQAM? De quoi? C'est comme... Et là, en plus, je pensais que je parlais anglais. J'ai eu mal à la tête pendant 1 an parce que c'est ça, tu parles pas vraiment anglais tant que t'es pas dedans. Écoute, c'était une année, là, où c'est ça. Mon ego a pris une telle débarque, là, que j'ai pas été capable de performer, moi non plus. J'ai été obligée de quitter mon emploi dans la première année. Je suis quand même restée sur place, mais j'ai pédalé, là. Ça a été une leçon d'humilité pour moi, là. Alors que, tu sais, ma carrière était que montante, puis tout allait bien, là. Ça, c'était, je te parlais tantôt du jeu des échelles, là. Ça a été toute une échelle. Je me suis ramassée en bas. Et j'ai été obligée de me retrouver. Donc, j'ai quitté mon emploi. Après ça, il y a eu le boom, le crash Internet. Il n'y avait plus de job nulle part, mais j'étais toujours à San Francisco. Et là, je me suis... Fin des années 90, ça. Fin des années 90, ouais, c'est ça. Et là, je me suis retrouvée, la seule job que j'ai pu me trouver, là, c'était le père du chum que j'avais à l'époque, était l'ancien directeur du French American School là-bas. Et je me suis trouvé une job d'assistante de la directrice du développement. Écoute, je faisais des photocopies à 15$ de l'heure, là, j'étais debout, là, puis je me disais, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et fait que c'est ça, ça a été une leçon incroyable de, OK, sais-tu quoi? Oui, si t'as des croûtes à manger, t'es pas arrivé au top, on se calme les nerfs, j'étais dans ma vingtaine moi aussi. Tu sais, on va faire ça par étapes. J'ai voulu aller trop vite, moi aussi, c'était trop gros toute cette affaire-là. Et ce move d'expat était énorme. On dirait que ça fait partie aussi de votre force aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous dirigez des équipes de centaines de personnes? Oui. Est-ce que d'avoir été dans ces espaces-là qui sont difficiles, est-ce que ça fait partie de votre coffre à outils de bienveillance et d'empathie pour vos employés? Ah, sûrement. C'est sûr. Puis trop vite. Est-ce que c'était trop vite? Je pense que... Il fallait qu'on aille se casser la marboulette, là. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Puis si je le ramène à aujourd'hui, quand
quand il y a des gens dans les équipes qui veulent aller à cette vitesse-là, il y a une part de moi qui est bienveillante, puis qui aimerait ça leur éviter de se cogner dans le mur, mais je sais aussi que ça peut faire partie du parcours. Donc, comment je fais pour des fois, je me dis, je les aide dessus, je les accompagne dessus, je leur donne-tu un cue sur attention, ça va faire mal, ou c'est plus d'être à l'écoute, puis les notions d'équilibre puis de santé mentale, moi, je suis très heureuse que ça fasse plus partie des conversations aujourd'hui, qu'on puisse nommer ces choses-là, mais d'identifier, d'être capable d'être assez à l'écoute pour identifier les gens qui sont sur un terrain glissant ou peut-être que je peux les aider, mais ceci dit, j'ai pas la prétention de sauver personne. Hein. Je peux être à l'écoute puis je peux aider, mais il y a une partie de ça que ça nous appartient chacun. Mais... En fait, notre job à toi et moi, c'est de créer le contexte émotif sécurisant où les gens se sentent assez bien pour dire ça va pas bien. Tu sais. Et c'est là notre job à nous, c'est pas de les sauver, c'est pas de les écouter nécessairement parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas là, on est des gens d'affaires, mais est-ce qu'on est capable de créer un environnement professionnel dans lequel t'as pas peur de venir travailler chaque matin, puis t'as pas peur de te planter, t'as pas peur de venir dire c'est quoi, je suis pas la bonne personne pour ça, ou c'est quoi, ça va pas bien. Donc ça c'est un art vraiment que t'apprends. En tout cas, moi, certainement, je le fais par compassion parce que j'ai été tellement dans des environnements extrêmement épeurants professionnellement où on exigeait tellement, avec à l'inverse, aucune approche de compassion, là, où tu avais peur d'aller travailler quasiment. Là. Donc, moi, j'ai été dans ces contextes-là en me jurant tout le temps que si c'était moi qui devenais un leader, jamais je recréerais ça. C'est vraiment ça que j'essaie de faire aujourd'hui. Je le fais effectivement par compassion et aussi parce que ça me nourrit. Donc, on revient à l'authenticité du début. Là, mais... On parle beaucoup de travail, mais ce que je sais aussi de vous deux, c'est que vous avez des routines en dehors du travail qui vous permettent de vous grounder, que vous n'aviez peut-être pas dans votre vingtaine puis dans votre trentaine. Effectivement. Quelles sont vos routines pour vous grounder au quotidien? Moi, j'ai essayé toutes sortes d'affaires dans ma vingtaine puis ma trentaine, puis je pense que la recette, elle change avec les années aussi. Ça, c'est exactement ça. Puis autant pour moi, les enfants peuvent être un morceau, ça peut être vu comme un morceau de plus, puis quand les enfants étaient plus jeunes, je disais, je suis toujours à un rhume près que la chaîne débarque. Parce que si la garderie m'appelait, j'avais l'impression que tout allait s'effondrer, puis après quelques incidents, j'ai réalisé que on sort toujours plus fort d'une gastro qu'on pense. Alors qu'on pense qu'on va mourir pendant la gastro. C'est ça. Mais là, j'ai traversé cette phase-là plus exigeante en bas de 5 ans. Donc, les enfants font partie de ce côté grounded-là. La routine des enfants me ramène aussi à l'essentiel, aux valeurs. Ils ont besoin de moi. Puis je disais, j'ai accumulé assez de données. La période de retour à l'école à la maison, si les enfants ont un petit temps d'écran, ils ont beau être très occupés ensemble, ignorer qu'est-ce que je fais dans la cuisine pendant que je prépare le souper. Si j'ai le malheur ou la mauvaise idée de regarder mon téléphone puis d'essayer de répondre à 2-3 courriels, c'est comme s'ils le ressentent, ils s'en rendent compte puis la chicane prend. C'est drôle. C'est pas, c'est rien de scientifique là, mais j'ai réalisé ça à un moment donné, donc ça m'a forcé moi à faire des ajustements dans ma routine puis des efforts délibérés. Mes enfants sont capables de me dire, maman, ton téléphone. Donc, j'accepte aussi ce regard critique-là qui me renvoie. Fait que pour moi, c'est l'exercice, c'est la lecture, c'est la méditation le plus possible. C'est du temps en famille, c'est du temps avec mes amis, avec mon conjoint, devant les fourneaux aussi. C'est un bon moment pour nous pour décompresser puis reconnecter. Puis c'est de bien planifier les vacances à travers tout ça. J'ai comme politique personnelle j'utilise mes jours de vacances dans une année à bon escient. Je pense que si on se repose pas, on avance moins bien. Puis je le dis, je pense que j'ai des principes dans ma tête, mais si je le fais avec beaucoup d'assurance, mais c'est pas toujours parfait. Oui, c'est ça, exactement. Il faut s'accueillir parce qu'on est des personnes extrêmement disciplinées, tu sais, pour arriver à où on est. Mais il faut s'accueillir justement, quand la chaîne, elle débarque, puis elle débarque pas juste pour une gastro, elle débarque parce que des fois, le matin, ça te tente juste pas. Il faut s'accueillir là-dedans. Mais un peu comme Geneviève, c'est la même chose. L'exercice, c'est primordial. Mais
tu le sais, là, moi, je me lève à 5 heures du matin, tous les matins. Non, mais moi, je le sais, mais les Que, gens savent que pas, c'est pour... quoi ben, c'est ça, je me lève à 5 heures le matin, alors que je pourrais me lever facilement à 7 heures, là, mais je me lève à 5 heures parce que l'heure que je passe de 5 à 6, elle est à moi, pour moi, by myself, toute seule. Et même, tu vois, quand t'es levé, je m'en vais dans une autre pièce. Je veux pas... faut que je sois toute seule, puis c'est un moment de méditation, de journaling, tu sais, de révision de mes objectifs. Tu regardes pas tes emails, là. Non, jamais. Non, non, jamais. Honnêtement, cette heure-là, elle est sacrée. Puis ça me motive à me lever à 5 heures là, juste pour passer cette heure-là avec moi-même. Puis après, à 6 heures, là, si j'ai encore... pas si j'ai encore, si j'ai le courage, parce que des fois, mais majoritairement, ça marche. Là, je m'en vais m'entraîner, courir, quoi que ce soit. Tu sais. Donc, mais nutrition, super important aussi pour moi. L'alcool, faut toujours gérer ça de façon intelligente de mon côté. Je suis une fille qui aime bien faire la fête, donc tu sais, je sais maintenant l'effet que ça a sur moi, l'effet que ça a sur la performance de mon cerveau. J'en prends très soin. Mon cerveau, c'est mon outil principal. Pas de cerveau, je peux pas travailler. Donc, ça aussi, je suis devenue de plus en plus consciente de comment prendre soin de tout ce qui est neurologique. On n'en parle pas beaucoup, ça, c'est les Jeux olympiques maintenant. Là, je sais pas quand les gens vont nous écouter, mais c'est les Jeux olympiques de Paris 2024. Puis, on parle de haute performance, on parle les athlètes sont là, puis il y a à peu près 25 personnes autour d'eux, là, des psychologues, des entraîneurs de chacun des groupes de muscles, puis tout ça. Mais on n'en parle pas beaucoup. On commence à en parler. Ça commence, la conversation sur le brain fitness. Sur je suis à fond là-dedans. Puis aussi, Geneviève, parlez-moi-en, c'est quoi vos routines, c'est quoi vos découvertes, parce que il y a personne qui a la science là, pour ça. Non, puis en fait, je suis obsédée par ça. Là. Donc, je lis énormément là-dessus. J'écoute énormément de podcasts là-dessus. Tu sais, c'est comment nourrir mon cerveau. Donc, je reviens à l'alcool qui est une toxine extrêmement néfaste pour tout ce qui est développement neurologique, même en petite quantité. Donc, moi, là, depuis que j'ai lu tout ça il y a quelques années, je me promène je veux un verre de vin, j'en veux pas, là. C'est vraiment là, je suis vraiment là-dedans. Parce que, tu sais, je veux aussi m'amuser dans la vie, fait que je veux pas tout le temps que tout soit contrôlé, mais sachant les effets nocifs de ça sur le développement de mon cerveau, tu sais, merci mon Dieu, on a un corps qui se répare, donc moins t'en bois, puis si t'arrêtes complètement, tant mieux. Ton cerveau revient à un état beaucoup plus performant. Mais je le vois, là, l'année passée, je n'ai pas bu aucun alcool pendant 8 mois. Et mes performances au travail, mon niveau de créativité, mon niveau de conscience, de paix avec moi-même, écoute, tout était sommeil, exactement. Donc, c'est fait prendre soin de sa santé neurologique, là, on en parle peu, c'est extrêmement important. Puis la santé mentale vient avec ça, hein, les effets de l'alcool, comment on dit, le manque de sommeil, le sleep deprivation, tout ça joue aussi là-dedans. Donc, bref, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je lis énormément là-dessus. Fait que c'est pas juste ma santé physique, là, c'est autant ma santé neurologique. Une des choses aussi bon, l'intérêt sur l'alimentation, puis faire attention, ça fait partie de mes routines aussi, mais dans la dernière année et demie, moi, je pense que ça a commencé même avant ça. Le temps que je passe sur mon téléphone à me perdre dans les méandres des médias sociaux, c'est fou. Je l'ai coupé de façon drastique. Ouais, moi aussi. Là, je réalise que j'ai perdu le fil de la vie de certains amis que je suivais sur les médias sociaux. Donc, je suis un peu, je dis souvent à la blague, je suis une personne âgée, j'appelle sans prendre rendez-vous. Puis tu laisses des messages? Je laisse des messages. Ça, c'est weird. Puis je chante bonne fête à tout le monde. Donc, ça m'arrive encore. Mais on est exposé, on choisit pas nécessairement ce qu'on lit dans ces moments-là, on connaît le potentiel des algorithmes, mais de choisir de quoi je voulais me nourrir aussi pour mon cerveau, de quel type de livre j'ai envie de lire, j'ai-tu besoin de détente, j'ai-tu besoin d'être stimulé intellectuellement, j'ai-tu besoin de silence aussi, parce que de l'apprivoiser, ce silence-là, moi, ça n'a pas été facile, là, c'était correct dans la vingtaine, j'étais tout le temps partie, trimballée partout, beaucoup de stimulation sociale aussi, donc j'ai appris de cette solitude-là, mais de réduire le temps passé sur les plateformes, ça m'a donné beaucoup de peine. Est-ce qu'on comprend venant la présidente de Sidley, d'une agence qui vend justement du contenu? Oui, mais on essaie de faire un contenu qui est riche et non pas un contenu
Un Bon, contenu qui a un sens, puis en fait, c'est ça, pas c'est des la calories vides. Non, c'est en plein ça, C'est c'est ça. ça, de se perdre. Ouais, bien dit, les calories vides du contenu. Oui. Ouais. Mais c'est parce que c'est super important ce que tu dis, parce que, tu sais, on fait attention à ce qu'on mange, mais on fait pas attention à ce qu'on ingère dans notre neurologiquement parlant. Tu sais, Oui, parce qu'il y a 50 ans, du contenu, on le consommait selon notre volonté. Il ne nous était pas imposé. On allumait la télévision, il y avait à peu près 5-6 canaux, puis on prenait un livre qu'on avait choisi. Là, maintenant, le contenu est créé par des milliards de personnes, puis nous est poussé selon des algorithmes. On ne contrôle plus le contenu qu'on consomme. On choisissait nos amis. On ne les choisit plus maintenant. Ils nous sont imposés à travers les algorithmes. Nos amis, nos prétendus amis. Puis de se dire, qu'est-ce que j'aime, donc moi? Sur quoi je veux lire, donc moi? Donc, c'est une question qu'on oublie de se poser. Puis, pour faire le pont par rapport à l'organisation, oui, on crée du contenu, mais c'est un contenu qui doit faire du sens, qui doit avoir de la valeur pour la personne qui est assise de l'autre côté. Puis, il y a une statistique qui est sortie dernièrement qui dit que 85% de la matière qui est créée en termes de contenu dans le monde ou par les agences ou les marques n'est pas vue par le destinataire ultime à qui on veut s'adresser. Donc, pour moi, quand je le ramène à notre environnement de travail, c'est de dire comment on fait pour créer quelque chose de pertinent. Donc, le défi de créer... Qui va se rendre à la bonne personne. Qui va se rendre à la bonne personne. Fait que c'est un double défi, mais... C'est quand même ironique, hein, parce qu'on est ici à créer du contenu à travers le podcast qui va être distribué sur les plateformes en espérant que les gens qui vont l'écouter vont trouver une pertinence. Moi, j'ai toujours voulu faire du contenu, mais je me mets à la place de l'auditoire qui va trouver ça pertinent. Qui va l'élever. Moi, je suis toujours à la recherche d'un contenu qui va m'amener ailleurs, dans un sujet d'intérêt qui est du moment. Donc, là, effectivement, je lis sur la neurologie, je lis sur la haute performance sous toutes ses formes, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais fait que je vais aller chercher le contenu qui va m'élever. Donc, créer du contenu, c'est pas mauvais. Puis c'est trouver un sujet qui potentiellement va élever les gens et trouver les gens qui vont l'écouter. C'est ce mariage-là qui est difficile à faire aussi. Comment est-ce qu'on éduque nos jeunes pour les sensibiliser à ça, justement, parce que c'est les premiers consommateurs de contenu qui pourraient être des calories vides. Comment est-ce qu'on peut les sensibiliser sans être dirigiste ou sans être paternaliste ou maternaliste? Moi, j'ai pas réussi. T'as-tu réussi, toi? Moi, mon plus vieux a 13 ans et demi, going on 18. Moi, je cherche encore la réponse. Je pense que c'est une quête éternelle. C'est pas parfait. Parce que quand j'étais jeune, on regardait les Beaux Dimanches en famille, puis on apprenait. Des fois, on trouvait peut-être pas ça ultra intéressant, mais c'était un moment passé en famille où on absorbait du contenu qui pouvait nous élever, justement, nous amener ailleurs. Des fois, c'était de la comédie, c'était du Yvon Deschamps, puis ça nous faisait rire. Mais d'autres fois, on apprenait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, comme parents, d'encadrer nos enfants. Ils ont accès à tout sur Netflix. Tu sais, je veux dire, la qualité du contenu que Christophe écoute, ça, c'est mon plus jeune, oui, qui a 16 ans. Puis le pire, c'est qu'il m'en forward plein. C'est du calorie vide fois 1000. Là. Lui, il trouve ça hilarant. Moi, je trouve ça une totale perte de temps. J'essaie de lui dire, tu sais, que le dommage qu'il fait lui-même à ses capacités cognitives. Mais bon, il y a 16 ans, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Le rapport de recherche scientifique, il y a pas beaucoup il y en a rien à cirer. Je pense qu'il y a des choses aussi qui peuvent venir de moi comme mère, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils arrivent par d'autres. Ouais. Et que ça, ça prend un village pour élever un enfant. J'accepte ça. Pour pas être trop dirigiste. Moi, ce que j'essaie, puis je verrai ce que ça donne ou pas, on se reprendra rendez-vous dans 20 ans, voir si ça la suite. Anne et Jen, la suite. Ça a été de baliser la durée par jour, puis je me suis inspirée de ce que j'ai lu en ligne. Il y a certaines plateformes au Québec qui ont été, là, le nom m'échappe, mais qui est une plateforme qui a été très bien faite pour éduquer les enfants. Fait que c'est plus de les aider. Ils sont pas fous, hein, puis ils ont des valeurs aussi, mais de comprendre qu'est-ce que ça fait, tu sais, comme tu dis, qu'est-ce que ça fait pour eux, c'est quoi l'impact, c'est quoi les autres chemins aussi qu'ils peuvent prendre, puis je pense qu'il y a une grande valeur dans ces interactions-là pour eux, ils ont besoin de tisser des liens puis d'avoir des expériences sociales qui passent par ces canaux-là, donc comment, c'est là que je cherche encore, moi, comment, sans le priver de tout sur les plateformes, comment l'aider quand même à nourrir des relations sociales et non que ça passe juste par un échange
Snapchat. Le Snapchat, c'est ça. C'est ça, Ouais. tu peux tisser des liens au-delà de ça, puis de l'encourager à voir ses amis en vrai aussi, puis pas toujours juste à se parler. Ouais. Faire comme moi, là, d'appeler, puis là, il me dit « Oh, maman, Ah oui, mais laisse-moi pas un Ouais. message, voyons donc. j'écoute jamais ça. » Ben, c'est ça. Ça fait 2 ans, sa boîte vocale n'est pas encore programmée, mais C'est la même affaire. oui, de lâcher prise, parce que ça sera pas comme nous. Ça moi, je suis Non, en c'est paix ça. avec ça sera pas Ouais. comme nous, mais en même temps, c'est un côté maternel, puis parental. J'ai envie de faire du mieux que je peux aussi. J'ai pas envie mais j'ai pas la réponse. Donc, si quelqu'un est là, moi, Ouais, on attend. on attend. On va laisser notre numéro à la fin. Je pense que de favoriser des terreaux de communication. Nous, on est habitués, on a appris à parler au téléphone. La nouvelle génération, là, c'est plus parler au téléphone. Je veux dire, le téléphone sonne, puis ils regardent ailleurs parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils disent allô. Ah, OK, c'est comme ça que ça marche. Comme ils ne savent pas utiliser un Mais- ordinateur en mais- passant, c'est ils vrai. utilisent leur téléphone. Mais ils savent communiquer différemment. Alors, la génération ultérieure, elle va communiquer d'une autre manière, peut-être avec un Apple Vision Pro ou autrement. Puis ça va être la génération d'aujourd'hui qui aura de la difficulté, qui va dire, mais oui, t'es pas capable de texter. On va dire, ben non, je fais juste bouger mes mains dans l'air, puis j'envoie mon message comme ça. Ça va être ça, l'autre réalité dans 20 ans. Le temps file, c'est ultra fascinant. On pourrait parler pendant 3 heures, mais je vais vous ramener à votre, je le répète encore, votre rôle de femme leader dans la communauté d'affaires au Québec, mais surtout de femmes leaders. Puis pour les femmes qui sont à l'écoute et qui sont des leaders ou des leaders en herbe, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à leur donner? La voix de la petite fille en vous, là, Et qui vient en arrière, qui dit, évidemment, lâche pas, t'es capable, mais quoi d'autre? Ouais. Je dirais essaye. Essaye, puis prends des risques. Puis ça marchera peut-être pas du premier coup, mais comme Anne t'expliquait, là, le jeu du serpent à échelle, que ça monte, puis ça c'est clair redescend. que ça va être ça. Puis attends pas que ce soit parfait avant d'essayer non plus, parce que ce jour-là Ça ne arrive viendra jamais. pas. Non, non. Puis je pense qu'il y a un point que tu disais au début, Anne, aussi, qui est pour moi a beaucoup d'importance, c'est de bien s'entourer. Donc, va chercher, regarde autour de toi qui a des valeurs similaires aux tiennes, qui veut aller dans une direction, pas nécessairement pareille, mais tu sais, qui pourrait t'inspirer puis t'apprendre certaines choses. Va vers ces gens-là, tisse des liens, quels qu'ils soient. Ça peut être un texto ou une plateforme si c'est plus facile, mais on est maladroit. Moi, même des fois, je pense que je suis encore maladroite là-dedans, mais c'est avec ces liens-là, moi, je trouve que ça m'a donné cette confiance-là, puis cette capacité-là de continuer d'avancer, puis d'avoir des expériences partagées comme toi, Ouais. on a eu, Anne. Oui, l'ensemble de ces réponses. Puis, je dirais d'écouter cette espèce de petite voix. Je sais pas si tu as ça, toi, là, mais moi, là, j'ai ça là, depuis tellement longtemps. Là, mes premières jobs, là, vraiment, quand j'étais là, préposée aux livres à la bibliothèque de Ville-Saint-Laurent, là, c'est mes premières jobs. Là. Moi aussi, j'ai fait ça. Je me disais, ça se peut pas que c'est ça. Là. It's gotta be bigger than this. Là. Puis, c'est tellement fort en moi. Là, c'est comme à chaque fois, là, c'est OK, là, faut que ça soit plus gros. Là. Puis, c'est pas une volonté égoïste ou je sais pas comment l'exprimer, égocentrique, ouais, c'est ça, c'est vraiment écoutez-la cette voix-là. Si tu es en train de te dire ça là, intrinsèquement là, ben c'est parce que c'est là puis c'est vrai puis ça existe puis et là embarque tous tes conseils, prends des risques, prends les portes ouvertes, go, tu sais. Écoute ça, c'est là que non, tu sais, non. Ce que je trouve de commun dans vos 2 parcours aussi, c'est que dans plusieurs occasions, vous n'avez pas attendu qu'on vous demande. Vous l'avez fait. Ah oui, toujours. Ouais. Ah mon Dieu. Ma chère Créer mère, vous dirait moi. ça. Geneviève, elle ne demande pas la permission, elle demande pardon. Mais moi, ma mère, elle me disait, vas-y, puis le pire qu'on va te dire, c'est non. Fait que demande, t'as 2 mains, une langue, ouais, let's go. C'est ce que ma mère m'a appris. Puis effectivement, on crée l'opportunité tout le temps. Vraiment. Puis après ça, ben là, tu rentres dans le top. Puis une autre chose, je pense, dans le parcours, tu faisais la référence, Patrice, pour moi, la question, est-ce que le leadership au féminin est si différent, s'il y a des nuances? Oui. En fait, je pense qu'il y a c'est pas tant qu'on soit des femmes, je pense, c'est qu'on arrive avec un regard différent sur le monde, peu importe c'est quoi notre parcours, puis ce regard-là a une place à quelque part.
Puis moi, j'accepte, je suis très en paix avec l'idée que j'arrive pas avec la même histoire puis le même bagage, puis que voici qui je suis, voici ce que j'amène. Si ça fait, tant mieux. Si ça fait pas, ben ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. C'est ce détachement-là, mais si on était toutes pareilles, ça fonctionnerait pas. Mais non. Ouais, mais moi, j'ai aimé ce que tu as dit tantôt aussi pour les enfants, parce qu'il faut quand même pas l'ignorer, là. Une femme va avoir des enfants dans sa vie. Je sais pas if you can have it all. Tu sais, moi, je pense pas que c'est possible. Je pense que j'ai été une bonne mère. J'ai été surtout un moment une mère à la maison. Je me suis occupée de mon fils quand c'était important. Mais là, tu sais, au fil de son secondaire, il finit son secondaire 5, tu sais, j'ai été présente, mais pas comme une mère normale, là. C'est pas moi qui amenais les muffins à l'école. J'étais allée à aucun comité de parents. J'ai essayé d'aller à quelques games de hockey, mais je parlais à toutes les games de hockey. J'ai jamais fait partie de la gang de parents parce que j'étais occupée tout le temps à travailler 10-12 heures par jour. Fait que c'est sûr que j'ai traîné avec moi une petite partie de culpabilité. C'est sûr que je me le suis fait reprocher par Christophe. Fait que, tu sais, je pense que... Mais c'est pas un ou l'autre. Est-ce qu'on est capable de tout avoir? Je sais pas, toi, tu en as eu 3 en plus. Comment... Non, moi, je pense... Ils sont encore jeunes, les tiens, quand même. Oui, ils ont 13, 11 et 8 maintenant, les garçons, 3 garçons. Et puis, c'est pas... Si on peut tout avoir, moi, la réponse, c'est non, ou bien c'est oui, mais pas tout en même temps. C'est ça. Puis j'ai le privilège d'avoir une mentor autour de moi qui est très, très généreuse, puis elle me disait, tu peux jamais être à 100% partout, tout le temps. Fait qu'il y a des moments, tu vas peut-être être à 120 dans ton rôle de parent, puis à 80 au travail, dans différentes sphères, mais c'est si je le regarde sur je sais pas, 1 an, sur 10 ans, sur 25 ans, je retourne à ce que je vous disais tantôt, à 35 ans, que j'avais accepté l'idée que j'allais retenir mon cheval un petit peu. Pour moi, c'est possible de construire quelque chose qui nous convient, mais ça n'a pas besoin d'être tout en même temps. Puis, l'affaire avec toi, par contre, c'est que ton 80%, c'est un 150 normal. Avec toi aussi, probablement. Fait que c'est correct que tu donnes 80. On est bien content avec ça. Mais je pense que les gens avec notre tempérament, ça s'appliquerait pas mal à tout le monde dans ce cas-ci, mais c'est vrai que il y a beaucoup de pression quand même de la société d'être la maman. Moi non plus, les muffins à l'école, jamais fait de muffins. Tous les événements, je l'ai fait quelques fois, moi, mais des fois, tu sais, ça dépendait. J'étais allée à l'encan des pièces, des œuvres d'art des enfants à l'école, puis j'ai acheté celle de mon fils à grands coûts, à grands frais pour financer le parc de l'école. Mais non, je les ai pas toutes faites. Puis c'est vrai que moi aussi, je traîne probablement un petit peu de culpabilité de ça. Ouais. Je sais pas, ils vont peut-être me le remettre sur En même temps, ma mère a été enseignante toute sa vie, mais une femme extrêmement brillante qui a fait partie de conseil d'administration, qui a été présidente de l'Association des professeurs du Québec. Tu sais, elle a été vraiment ultra impliquée. 4 tonnes de bénévolat. Donc, une femme d'affaires avant son temps, j'allais dire entrepreneur parce que elle s'est créée, elle aussi, toutes sortes d'opportunités et elle a tout le temps encouragé le développement et l'autonomisation, ouais, c'est ça, de ma sœur et moi, tu sais, et parce qu'elle nous racontait... par exemple, lorsqu'ils se sont achetés leur première maison, alors que c'est elle, son salaire à elle qui contribuait le plus, elle n'avait même pas le droit de signer l'hypothèque, son nom n'était même pas sur l'hypothèque. Donc, c'est des exemples comme ça qui font qu'aujourd'hui, on a gagné sur tellement de fronts les femmes. Alors, elle nous a toujours poussés vers l'excellence. Mais en même temps, elle a 2 bacs, elle a étudié quand on était jeune, en plus de travailler, elle avait tout son bénévolat, elle a parti, écoute, même encore aujourd'hui à 83 ans, il y a quelques années, elle a parti l'université du 3e âge à Ville-Saint-Laurent. Écoute, elle donne des cours de bridge. Ça n'a pas de bon sens d'être aussi animée que cette femme-là. Bref, j'ai rien manqué quand j'étais jeune de son affection, Au contraire, ça a été pour moi tellement un modèle extraordinaire de femme qui fonce, qui fait levier sur toutes ses capacités possibles et inimaginables, qui prend pas non pour une réponse. Alors, je ne lui ai jamais dit, voyons, tu t'es pas occupée de moi. Jamais j'ai pensé ça, alors qu'elle était vraiment occupée. Là, elle arrivait très tard le soir. Et cette notion-là de norme, c'est quoi le terrain de jeu qu'une mère devrait occuper?
juste ça, c'est contraignant, puis c'est de, tu sais, il y a eu un moment, moi aussi, où je me questionnais, puis je me suis dit, je peux concevoir que la société envoie ce signal-là, j'ai le droit de pas l'écouter. J'ai le droit de faire autrement, mais ça m'a pris, ça revient au doute qu'on disait, je fais-tu la bonne affaire, est-ce que je vais briser quelque chose, ça va, tu sais, tu veux pas te tromper, je pense que c'est le principe d'être la bonne élève là-dedans, puis d'avoir l'étoile sur notre devoir, mais moi j'ai compris, puis j'ai accepté, je vis très bien avec l'idée que pour moi, j'ai besoin d'être stimulée, puis épanouie professionnellement, puis intellectuellement. Puis quand je nourris ça, je suis une meilleure mère pour mes enfants. Exact, on dit tellement bien dit. Donc, en contrepartie, ce que vous percevez comme étant peut-être des faiblesses de parents se transforme en force auprès de vos enfants parce que vous les forcez à s'autonomiser. Aussi. Tant qu'il n'y a pas trop d'autonomie et qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. On les nourrit quand même. On les nourrit, là. Nourris, blanchis, logés. Ils font pas pitié. Non. Je pense qu'il manque de rien. Anne, Geneviève, ça a été une conversation extrêmement enrichissante. Je suis sûr qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent qui vont trouver des points qu'ils pourront appliquer dans leur propre vie ou qui vont se retrouver. Je peux te dire une dernière affaire? Fait que moi, c'est le conseil ultime, là, c'est de s'entourer des bonnes personnes, se trouver une Geneviève dans sa vie, c'est vraiment le fun. Ben, où était-elle pendant toutes Je ces sais pas, années? je l'ai cherché, écoute, ça n'a pas de bon sens, pour ça, quand je l'ai trouvé, j'ai plus lâché. Sur moi, ça fait juste 10 ans qu'on te parle. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vraiment s'entourer de gens, tu sais, qui nous élèvent, là, qui nous passionnent, qui nous nourrissent dans leur sujet de discussion, leur passion, leur intelligence, c'est la clé, c'est ce qui me garde en vie. On a le pouvoir de choisir, je disais en quelque part, qu'on peut seulement avoir à peu près une demi-douzaine d'amis proches, ou jusqu'à 10, mais pas 20, pas 30, sinon on se perd. Puis on a le pouvoir de les choisir, puis des amis à vie, oui, ça existe, mais on évolue tous, et puis c'est correct aussi de faire d'autres choix, puis de moins en rappeler certains, puis d'en rappeler plus d'autres, selon où on est rendu dans la vie, parce que notre temps est précieux. Donc, trouvez-vous une Geneviève, c'est ça que j'ai à dire. Ou une Anne. Ou une Anne. Si les gens veulent vous suivre, on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure et de contenu qui est pertinent, qui va élever. Où est-ce qu'on peut vous suivre, évidemment, sur LinkedIn? Oui, principalement sur LinkedIn. Moi, j'ai complètement débarqué de tout le reste. Honnêtement, même sur LinkedIn, ça fait 1 an là, que je suis le cordonnier mal chaussé. Oui, il faudrait que je m'active un petit peu. Anne Béliveau avec 2 L. Oui. Sur LinkedIn. Geneviève Boulanger avec 1 L. Sur LinkedIn aussi. Moi aussi, je suis discrète, mais Anne, je pense qu'on va se mettre au défi de faire mieux. OK, c'est bon ça. On va up our game, comme on dit. Encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté le Code Brunet. Vous pouvez écouter ce podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt. Merci. Merci, Patrice. Merci, Patrice. Merci, Anne. Merci, Anne.